Les petits pots, vous me voyez avec genre ma meilleure pizza parce que là je me mets bien avant de préparer donc cette vidéo parce que là il faut que je vous raconte des trucs. Il y a 3 sujets dont je dois vous parler absolument qui sont du coup ce qui s'est passé dans ma vie genre pendant ce mois-ci. Vraiment c'est un truc de dingue. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, ça va être un story time, vlog un peu chelou. Voilà, il y a ma pizza qui est en train de cuire dans mon petit réchaud juste à côté là. J'ai trop faim, je me mets bien et c'est parti, je vous raconte tout ça. Ah yes, elle est bien grillée comme il faut. Meilleure chose. Meilleure chose. Mmh. Bonjour mes chers petits pots. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog hashtag storytime et du coup vous étiez arrêtés un petit peu à mon histoire où j'avais été travailler dans une ferme au Japon et en fait après ça il faut savoir que du coup j'ai été vivre à Osaka pendant un petit temps. Il y a normalement une vidéo qui est prévue dessus mais pour l'instant je l'ai pas encore tournée mais elle arrive un jour peut-être. Voilà. Ensuite j'ai été faire mon pèlerinage et après mon pèlerinage je suis partie pour faire un voyage à vélo, un grand voyage à vélo et j'ai fait plein d'étapes, j'ai fait plein de trucs entre temps machin et après ce grand voyage du coup j'étais à Tokyo et à Tokyo je me suis posée pendant quelques jours et je me suis dit bon là je suis vraiment fatiguée, j'ai quand même envie d'arrêter de pédaler un petit temps, j'ai envie de rencontrer d'autres gens et tout donc vas-y je vais me chercher un travail. Donc j'ai trouvé un taf pour aller taffer un mois dans une ferme écolo machin, voilà ça avait l'air d'être sympa sur le papier et donc je suis partie et c'est ainsi que va commencer cette première story time. Asseyez-vous, c'est parti, on va parler de secte. Alors je vous raconte pas tout le détail tout de suite mais vous allez comprendre. Du coup j'ai pris un train local et je suis arrivée donc dans un village paumé, le village de Kamaishi qui est près de la côte et c'est là où j'attendais en fait le fermier chez qui j'allais travailler pendant un mois. Qu'il arrive, machin, on fait les présentations, il avait l'air cool et j'apprends du coup qu'ils sont 3 là où je vais aller. Donc il y a le fermier en question, il y a son espèce d'acolyte qui est une femme et qui est pas sa femme mais qui est peut-être sa copine, enfin bref voilà. Et après il y avait un jeune enfant qui lui était là pour aider parce que son père connaissait le fermier. C'était un petit peu le topo. J'arrive là-dedans, j'étais contente, je me disais bon ça va, ils ont un niveau d'anglais correct, le mec est sympa, c'est cool et tout, on commence à discuter. Et là on arrive dans la baraque et là j'ai déchanté parce qu'en fait sur internet il y avait écrit, enfin vraiment tout semblait magnifique et merveilleux, ça allait vraiment être des expériences fantastiques et en fait le truc c'est que ce mec a plein de fermes et il a notamment une rizière et du coup moi j'étais venue surtout pour la rizière pour apprendre comment est-ce qu'on s'occupe du riz et tout au Japon. Au final j'ai même pas vu sa rizière, j'ai même pas mis un orteil dans sa rizière. Vraiment, je n'ai rien appris sur la culture du riz, mais j'ai appris beaucoup sur la chienlit du travail. Parce que du coup, je suis arrivée là-bas. Déjà, j'arrive, je vois quoi? La maison, c'est une pièce. En gros t'as une pièce où t'as une table, des chaises, la cuisine sur le côté, un espèce de rangement, l'entrée où tu poses les chaussures et c'est tout. Il y avait rien d'autre. Donc là je me dis déjà ok, où est-ce qu'on va dormir? Et le mec nous dit qu'on dort tous ensemble dans cette pièce. Donc là je me dis non mais super génial, ça veut dire que j'ai pas du tout d'intimité, c'est vraiment très très chouette. Mais le truc c'est que je pensais pas que ce serait aussi dur parce que moi ça me dérange pas de faire un travail difficile et physique pendant la journée et après le soir j'ai mon temps tranquille, je me mate une série, je me lis un livre, j'écris, je dessine, enfin voilà. Vraiment je m'occupe, je monte des vidéos, tout ça. Mais là, dans cette maison, il y avait rien pour l'amusement et pour même ton confort. Parce que déjà, on dormait avec tout le monde là dans la même pièce. En plus forcément ça sentait la bouffe parce que la cuisine, il n'y avait pas de séparation, donc toutes les odeurs à la cuisine venaient dans la maison. Et enfin, la cerise sur le gâteau de la pépite, il n'y avait pas de douche dans la maison, il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas ça, il n'y en avait pas. Ça veut dire que pour se laver, il fallait faire 40 minutes de bagnole pour aller dans un sento pour se laver. Et si jamais on voulait aller pisser, il fallait marcher pendant 10 minutes pour aller pisser aux toilettes du village. Et en plus de ça, on n'allait pas se laver tous les jours, évidemment. Donc on se lavait genre une fois tous les 4 jours. Alors qu'on faisait du travail physique hyper intense et que je suais vraiment comme toute personne en été qui fait du travail dehors. Ça c'était vraiment atroce. Et la crème de la crème, vraiment là vous rajoutez juste la petite cerise qui fait déborder tout le gâteau, c'est ça. Là, dans cette maison, avec tout le monde, avec pas d'intimité machin, vous rajoutez le fait qu'il n'y avait pas internet tout le temps. Parce qu'en fait, pour l'électricité de la maison, ils utilisaient des panneaux solaires, enfin un panneau solaire et une éolienne. Le truc c'est que ce système là était raccordé à des batteries qui permettaient d'alimenter le reste de la maison, genre notamment pendant la nuit. Donc ce qui fait que si jamais il n'y avait pas eu assez
d'électricité pendant la journée emmagasinée, le soir on pouvait rien faire à part genre utiliser le frigo et la lumière, c'est tout. Du coup le wifi, et ben je pouvais m'asseoir dessus parce que la plupart du temps il n'y avait pas assez de batterie pour mettre la wifi, sauf que en fait le truc c'est que dans la maison il y avait deux wifi, il y avait une wifi uniquement pour le fermier et une wifi pour les gens qui viennent l'aider et travailler chez lui. Et donc moi j'avais le droit à utiliser du wifi peut-être une fois par jour, en moyenne 10 à 15 minutes par jour. Voilà, c'était l'unique temps de wifi que j'avais. Mais la seule chose c'est que j'ai quand même besoin d'appeler ma famille, j'ai quand même besoin, je sais pas, de checker un minimum, c'est aussi un truc que j'aime bien faire quand je chill après avoir passé 8 heures dans un putain de champ à couper des putains de branches. Je peux vous dire que vous avez juste envie de poser votre cul et genre de mater une série Netflix. Et bah là je pouvais pas, je ne pouvais pas. Et d'ailleurs je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre ça et qui n'aiment pas du tout ce programme, mais moi du coup j'ai YouTube Premium et ça m'a tellement sauvé la vie parce que pendant ces 10 minutes de wifi je peux vous dire j'étais au taquet, j'allumais ma wifi, bam, je téléchargeais toutes les nouvelles vidéos, bam 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 de mes abonnements et vraiment je les regardais le soir avec un plaisir fou parce que j'étais là, c'est mon seul et unique moment de joie, s'il vous plaît foutez-moi la paix. Et en plus de ça on était tout le temps ensemble avec ces trois autres personnes, on passait notre vie ensemble, on faisait tout ensemble, ça m'a rendu chèvre parce que moi j'ai vraiment besoin de mon intimité, vraiment. Et si en plus vous me permettez pas d'avoir ma coupure de wifi, si vous me permettez pas de lire mon livre, si vous me permettez pas juste de déconnecter et de pas les voir, c'était trop dur. J'avais pas envie qu'ils interagissent toujours avec moi, c'est trop chiant, genre des fois j'avais juste envie de moments pour moi-même et je ne les avais pas du tout. Et du coup forcément, au bout d'une semaine j'ai vraiment littéralement pété un câble et du coup je leur ai dit je peux pas rester un mois, c'est pas possible, je vais me barrer. Et ils m'ont dit ok mais tu peux pas te barrer maintenant, tu dois te barrer au bout d'une semaine. Et donc j'ai passé 2 semaines là-bas et putain j'ai vraiment vrillé, mon cerveau a vrillé. Vous allez voir là j'ai des images, j'ai vrillé mentalement. J'en ai plus que pour 2 jours, je n'en peux plus, j'en ai marre, j'ai des cernes mais je sais pas si vous pouvez voir, attendez, j'ajuste la luminosité, voilà, ça c'est mes cernes actuelles, c'est genre des triples cernes, des trucs que j'ai rarement eu dans ma vie, j'ai l'impression d'être en prépa avec ma tête là, c'est horrible, je suis en décès. Et là il faut que je me tape, non mais faut quand même que je me tape d'aller dehors pour trier des fucking graines. Alors oui il y a une machine qui marche, normalement qui est censée trier les graines, mais ça le fait à moitié. Du coup faut que je corrige le travail de la machine. Autant vous dire que je suis en PLS actuellement, je pète un câble. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? C'est trop chiant, c'est vraiment du travail de merde. Oh quel enfer, vraiment quel enfer. À quoi ça sert d'acheter une machine qui marche à moitié? Vraiment à quoi ça sert? Ça m'énerve. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de faire ça. Ah, je suis pas du tout contente, je ne suis pas du tout heureuse. C'est horrible. Oh, regardez-moi ça. Des boulevards, les boulevards de la fatigue. Ne me jugez vraiment pas sur ma tenue, vraiment, vous n'êtes personne pour parler de ça, vous êtes derrière votre écran, en pyjama sûrement, ou encore aux toilettes, donc nique, au bout d'un moment, putain, aïe, bref, je suis énervée, voulais-je dire, non. Donc oui, vous voyez, j'étais en PLS, et ce dont je vous ai pas parlé encore, mais quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, oh mon dieu, mais comment est-ce que j'ai pas pu le remarquer avant? Parce que du coup la première semaine où j'étais, et comme je vous ai dit, il y avait un petit enfant avec nous. Enfin un petit enfant, le gars avait genre 13 ans, il était pas petit, mais enfin vous avez compris. Et du coup ce gamin, il était quand même assez marrant, il parlait bien anglais, il était japonais mais il vivait à l'étranger, genre il a vécu en Angleterre, aux Pays-Bas et au Danemark je crois, donc il parlait super bien anglais, donc c'était cool, on pouvait bien se parler. Et la deuxième semaine, c'était que moi avec eux, et donc c'était que moi qui faisais la discussion avec eux. Parce qu'aussi le truc c'est comme ce petit gamin était bilingue, et japonais, donc il parle japonais, la majorité du temps, les repas, il parlait en japonais, et il parlait de trucs dont je m'en foutais ou alors j'écoutais pas, du coup je comprenais rien de ce qu'il racontait vraiment. J'étais juste là en train de manger ma soupe et c'était mon seul moment de déconnexion de la journée où je mettais vraiment un mur mental entre moi et eux pour essayer de me recréer quand même cette espèce de bulle de je suis tranquille, laissez-moi, je ne veux pas participer à votre conversation. Et du coup quand ce petit gamin est parti, ce mur s'est effondré et donc ils m'ont intégré à la conversation. Et du coup à force d'avoir ces conversations et tout, en fait j'ai commencé à me rapprocher un peu plus de la femme qui était du coup la copine du fermier en gros. J'ai commencé à me rapprocher d'elle parce qu'elle était sympa et qu'elle faisait vraiment un effort pour me parler japonais de façon simple. Au bout d'un moment, elle a commencé à prendre la confiance avec moi, à me considérer vraiment comme une amie et elle a commencé à me raconter des trucs. Et un jour, je vois cette meuf, genre je me réveille, le mec était pas là, le mec était parti, je pense pisser ou un truc comme ça. Et moi, je me réveille et je vois là la petite fermière qui est en train de faire des trucs, genre qui est en train de dessiner sur la table. Donc je regarde, je lui demande qu'est-ce qu'elle est en train de faire et elle me dit oh, j'ai une révélation cette nuit, j'ai fait un rêve, du coup il faut que je l'explique sur le papier. Et en gros, à partir de là, j'ai capté que ces gens-là
il faisait partie d'une secte qui s'appelle la secte du New Age. Et en gros cette meuf là, elle faisait des rêves, des trucs comme ça, et elle les écrivait, elle les dessinait, et ensuite elle me racontait ce qui se passait. Et souvent, bon moi je comprenais pas tout, en plus bon bah là pour le coup elle me parlait qu'en japonais parce qu'elle parlait pas du tout anglais, et du coup c'était des trucs un peu chelous, genre elle croyait aux ovnis, elle croyait aux gens du futur et aux nouvelles énergies de je sais pas quoi, de la galaxie et tout, et elle me faisait ces dessins compliqués avec des cercles de couleurs, et elle me disait tu vois ça c'est Gaïa qui est liée à la Terre, et moi je suis un être du futur, les ovnis, les machins. Waouh, ok. Et genre franchement j'étais là, ok, c'est grosse goutte de sueur, mais comme je suis quelqu'un de gentil et mignonne et que je vais pas me moquer de ses croyances, enfin je veux dire elle fait de mal à personne, bon elle se fait du mal à elle-même à croire à tout ça, mais bon ça c'est mon jugement à moi, donc je vais rien lui dire, je vais juste écouter calmement. Et du coup elle me vraiment... Au bout d'un moment, elle me parlait que de ça tout le temps, la terre, la nature, Gaïa, nanana. Moi j'étais là genre, ok, c'est vraiment très étrange. Et pareil, bah un jour on m'a demandé, est-ce que tu crois que t'es un être du futur? Est-ce que tu crois que t'es un être de lumière et tout? Machin, et j'étais là, what? Mais de quoi il me parle? Ok, la lumière vient de s'allumer, genre... chelou. Et ça c'est peut-être un être de lumière qui est en train de me parler. Et en fait bah, des fois je me blessais ou je sais pas, j'avais un petit problème, un truc, et en fait j'ai une douleur dans le dos depuis quelques temps, genre je dirais 1 ou 2 mois, genre vraiment ça me lance, ça me fait hyper mal, et je lui en ai fait part un jour parce que en gros j'avais fait du travail manuel vraiment fort, j'avais coupé toute l'herbe d'un champ avec une machine qui pesait quand même lourd, et j'ai fait ça genre pendant 3 jours, et du coup après ces 3 jours j'avais vraiment très mal au dos. Donc je lui ai dit ah excuse-moi j'ai vraiment mal au dos, est-ce que demain je peux faire autre chose? Et là elle m'a dit ah bah si tu veux, je peux te masser. J'ai dit, ok, moi j'adore me faire masser, y a pas de souci, tu proposes ça, je vais pas dire non, tu vois. Donc on se met sur la terrasse, elle commence à me masser et tout, et là je sens que, bah vous voyez, je sais pas comment dire, genre il y a plusieurs types de massages, et elle appuyait pas fort, elle faisait des trucs genre un peu, elle appelait les énergies, les machins comme ça. Bon, moi c'est pas mes croyances, mais encore une fois je respecte, donc j'ai rien dit, elle me massait, bon, je me suis laissé faire. Et après ça, ah là là, après ce massage, je me lève et tout, et là elle me regarde, et vraiment avec un air super sérieux, tu vois, et elle me dit bon, je crois que j'ai détecté ton problème au dos. Et j'étais là, bon cool, vas-y dis-moi ce que c'est. Et elle me dit bon, en fait c'est parce que tu as des ailes qui sont en train de te pousser dans le dos, ou alors c'est des traces de tes anciennes ailes parce que tu es un être du futur. À ce qui paraît, je vais bientôt avoir des ailes qui vont me pousser dans le dos, voilà, donc bientôt ici présent. Voilà, vous pouvez bien regarder, regardez ici, là, vous voyez. Là c'est la formation de 2 ailes qui arrivent, elles vont bientôt être là, elles vont se déployer, ça va être magnifique, j'ai tant hâte. Ah ok. Et quand elle m'a dit ça, j'étais genre... Alright, yeah, ok, great. Les gens qui me suivent sur Instagram, ils savent à quel point ça m'a fait péter un câble, ça aussi, parce que j'en ai parlé forcément sur mes réseaux sociaux, et c'était archi drôle, j'ai reçu tellement des DM qui m'ont fait marrer, genre vraiment un truc de ouf, vraiment c'était fantastique, vraiment je vous remercie. Et watch me partir de cet endroit avec mes putains de ailes qui ont poussé sur mon dos, parce que là vraiment c'était plus possible, et donc du coup, au bout de 2 semaines, et bien forcément, j'ai mis les voiles, voilà. Donc ça c'était ma première histoire que j'avais à vous raconter, c'est comment est-ce que j'ai atterri dans cette secte-là, et comment est-ce que j'ai vraiment eu une expérience assez particulière avec des gens très particuliers. Alors pour cette partie-là, c'est un peu spécial, parce que je veux d'abord vous parler d'un truc. C'est que comme vous m'avez entendu parler de ma secte et tout... Waouh, vraiment l'univers ne veut pas que je parle de ça, c'est dingue. Genre n'importe quoi, mais c'est fou. Attendez, bon, je me remets bien. Bon alors je vous disais, pour cette partie-là, il faut d'abord que je vous explique un truc. C'est que, alors certes, vous avez entendu ma partie sur la secte, certes, vous avez vu que c'était vraiment pénible et dur et que j'ai vraiment souffert, genre j'ai vraiment pété un câble psychologiquement. Je sais que le dernier jour, j'ai pleuré, genre je pense au moins 1 heure, parce que j'étais épuisée aussi physiquement et surtout mentalement. Et donc le dernier jour, vraiment, j'étais dans le mal-être le plus total, vraiment le plus total. Et du coup, vous pouvez vraiment vous demander légitimement pourquoi est-ce que je suis restée dans cette secte si longtemps, pourquoi je suis restée 2 semaines et pourquoi au bout de 3 jours je me suis pas barrée en fait. Et ben c'est très simple, c'est que ça a un lien du coup avec le tsunami de 2011. Donc cette ville de Kamaishi se situe dans la côte qui a été touchée par le tsunami. Et du coup de me retrouver là, en fait c'était la première fois que j'avais l'occasion de rencontrer des gens qui ont vécu cette triple catastrophe, qui ont vécu tout ce traumatisme, et rencontrer en fait des gens qui ont essayé d'améliorer leur quotidien et de faire en sorte que ils s'en sortent après
cette horreur qui s'est passée là-bas. Même si la secte était horrible, le premier jour on a été voir une conférence d'un mec qui du coup explique à d'autres gens de d'autres préfectures du Japon qui ne connaissent pas ce qui s'est passé ici, il leur explique très clairement qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville et comment est-ce qu'ils ont vécu le traumatisme du tsunami. Donc du coup j'ai eu la chance de participer à cette conférence et c'était un truc de fou émotionnellement parce que j'ai vu du coup des photos du avant-après, j'ai vu des photos de pendant le tsunami et aussi surtout j'ai eu la chance d'écouter le témoignage de cet homme et en gros j'ai découvert des trucs que je pensais pas et je me suis sentie hyper bête et en même temps je suis contente maintenant de le savoir. Par exemple j'avais pas réalisé parce que moi de loin d'avoir vu ça sur mon poste de télé il y a très longtemps juste en regardant la télévision et les informations vite faites, moi je m'étais juste concentrée sur le problème nucléaire parce que c'est vrai que c'était ce qui alertait vraiment tout le monde entier avec le problème de la centrale de Fukushima et du coup dans ma tête ça avait associé tsunami, Fukushima et pour moi c'était uniquement la ville de Fukushima qui avait été touchée par le tsunami alors qu'en fait mais pas du tout. Genre il y a une grande partie de la côte japonaise, la côte est qui a été touchée. Et du coup moi je travaillais sur cette côte là. Et en fait il faut savoir que je vous ai dit triple catastrophe au début parce qu'en fait il y a eu 3 choses dans cette région qui étaient très graves. C'est que premièrement il y a eu un putain de tremblement de terre et c'est ça qui a déclenché du coup le tsunami. Et le tsunami, tous ces facteurs ont fait en sorte qu'il y avait un problème dans la centrale. Mais ça je détaillerai pas, c'est très compliqué. Ça c'était vraiment ce qui s'est passé là-bas. Et en voyant la conférence de cet homme, j'ai pu poser toutes mes questions de débile qui vraiment n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé et j'ai posé des questions comme par exemple mais quand le tremblement de terre est arrivé, est-ce que vous saviez que c'était un tremblement de terre hyper puissant, genre qu'est-ce qui vous a fait dire que putain cette fois c'est peut-être différent. Et en fait le mec m'a expliqué que déjà le tremblement de terre a duré hyper longtemps contrairement à d'habitude, que normalement un tremblement de terre, enfin là j'ai vécu au Japon depuis septembre et j'en ai vécu quelques-uns, en gros un tremblement de terre vous sentez le sol qui fait comme ça et du coup vous sentez votre maison qui fait ça. Mais il m'a expliqué que dans ce cas là du tremblement de terre qui a eu lieu du coup dans la région de Fukushima, en fait le tremblement de terre a commencé comme ça et après il s'est propagé comme ça. Il a dit à partir du moment où le tremblement de terre est comme ça, c'est vraiment dévastateur et destructeur. Donc déjà il y a eu quelques maisons qui ont été détruites, mais au Japon il faut savoir qu'ils sont quand même hyper forts pour les constructions sismiques, donc quand même majoritairement les maisons ont résisté, même s'il y en a quand même qui se sont fait détruire. Et du coup après ce tremblement de terre, les gens ont reçu une alarme sur leur téléphone dans la région disant alerte tsunami. Et en fait le problème c'est qu'au Japon, ce genre d'alerte sur votre téléphone, vous pouvez en recevoir à peu près une 10-5 par an. Et en fait ça devient un peu le problème de Pierre et le loup, c'est-à-dire qu'à force de dire attention, 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 et que ces alertes ne soient pas forcément vraies, ou alors que le problème soit minime, entre guillemets, et les Japonais sont habitués en fait à ce genre de stimuli, de dire attention, tsunami, nanana. Et il y a des gens dans cette région qui habitaient près de la mer, qui n'ont pas du tout pris cette alerte au sérieux, et qui ne sont pas partis à temps. Et donc on voyait des images absolument folles qu'il montrait comme ça pendant sa conférence, où on voyait des gens en voiture qui genre avançaient mais tout doucement, qui essayaient de fuir le tsunami, mais vraiment ils étaient chill, ils étaient en mode tout va bien se passer. C'était horrible à voir, c'était vraiment affreux, vraiment, c'était terrible. Et du coup, j'ai aussi posé une question un peu bête. Je lui ai dit, mais comment est-ce que vous aviez eu le temps d'évacuer? Parce que pour moi, les gens avaient reçu l'alerte et le tsunami est arrivé. Et en fait, il m'a expliqué que non, il y a eu un délai de 30 minutes entre cette alerte et l'arrivée du tsunami sur les côtes, du coup, de la région de Fukushima et de la région d'Iwate, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment très très fort de voir ça et c'était vraiment bizarre. Et puis, il nous a expliqué plein d'autres choses. Par exemple, moi, j'arrivais pas trop à m'imaginer un tsunami parce qu'on nous dit oui la vague faisait 10 mètres machin, mais quand on voit un immeuble, qu'on voit la taille des gens et qu'on voit le tsunami, la taille où est-ce qu'il arrivait, ça vous donne des frissons, vraiment ça vous donne des frissons. Et ce mec là a aussi expliqué que souvent ce qu'on imagine c'est qu'il y a une grosse vague qui s'écrase et c'est fini. Mais en fait non, en fait ça se comporte exactement comme la mer, c'est-à-dire qu'il y a une énorme vague qui arrive, qui détruit tout, après la mer se retire un peu, et après il y a une autre vague qui revient, mais la vague au lieu de faire 10 mètres elle fait peut-être 8 mètres, elle repart, et ensuite ça fait comme ça pendant à peu près 1 heure, et du coup je me sens privilégiée, voilà, c'est le mot que je cherchais, pas chanceuse, mais je me sens privilégiée d'avoir pu écouter ces gens-là parler et d'avoir pu avoir ces expériences parce que vraiment ça m'a remis aussi en place. Je me suis dit, on est rien face à la nature, on est vraiment rien, on est tellement petit et tellement faible, c'est fou ce qu'un tsunami peut faire, qu'un tremblement de terre, enfin c'est assez dingue.
Et c'est pour ce genre d'expérience que je ne pouvais pas décemment quitter cette secte plus rapidement parce que je voulais vraiment m'imprégner de ce village et de m'imprégner de tout ce qui s'était passé. Certes, c'est une secte, certes, ils ont des idées bizarres, ils me disent que j'ai des ailes qui vont me pousser dans le dos et tout, mais c'est quand même des gens qui sont là pour aider d'autres gens et en ça je m'en fous de leurs croyances. Ils font quelque chose de bien et tant mieux et ils aident toutes ces populations et voilà, donc c'est pour ça que je suis restée dans cette secte même si c'était très dur et ouais, je suis privilégiée d'avoir vécu autant de choses dans cet endroit, je pense. Alors là, il est temps d'aborder la troisième partie qui est donc le Matsuri. Parce que oui, j'ai enfin, après avoir quitté cette secte au bout de 2 semaines, j'ai pris mon petit vélo, j'ai mis mes affaires et là je me sentais libre, je me disais ça y est, je me casse, je m'en vais de cet endroit, je suis trop heureuse et tout, yes, 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 je pars. Et là qu'est-ce qui se passe? Mon vélo, mon porte-bagages arrière se pète en deux. Je viens de quitter les fous, je viens de quitter la secte et je pensais être heureuse et contente, mais en fait, il y a mon porte-bagages arrière qui s'est pété et je suis dans une merde parce que ça veut dire que je ne peux plus pédaler vu que ma roue du coup frotte sur le porte-bagages. C'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Donc il va falloir que je trouve un moyen d'être sauvée parce que là je suis dans la mouise. Vous voyez, c'est pété ici, là. Et là il y a mon porte-bagages arrière. Et du coup ici, ma roue est en contact avec mon porte-bagages et ça frotte et ça abîme tout. Et c'est une horreur. Suis-je heureuse que ce genre de choses m'arrive? Non, bien évidemment, mais encore une fois, ça fait partie du voyage. J'ai réussi à pédaler jusqu'à un Lawson. C'est trop le truc qui va me sauver la vie parce que là-bas, il y a du wifi. Du coup, je vais pouvoir contacter les gens de la secte qui vont m'aider, voilà. J'étais dans une merde. Du coup, évidemment, comme je dis dans la vidéo, j'ai foncé jusqu'au combini le plus proche pour essayer de trouver des gens qui pourraient m'aider. La jackpot, j'ai trouvé une petite mamie, un réparateur de vélo et tout, genre les gens trop gentils. Et en plus de ça, parce que comme dans la secte, j'étais genre super fatiguée, je m'étais dit, je peux pas reprendre la route en étant dans cette état. Genre vraiment le dernier jour j'ai dû dormir 4 heures, je me suis dit jamais je peux faire ça, enfin c'est non, c'est mort, je vais me réserver un Airbnb. Donc du coup j'ai aussi appelé ce mec du Airbnb en lui disant ouais j'ai un problème avec mon vélo et tout, est-ce qu'il y a moyen de moyenner que vous veniez me chercher dans le combini? Le mec est arrivé, donc du coup il y a une voiture qui est venue du mec de mon Airbnb qui m'a prise, ensuite il y a une autre voiture qui est venue pour récupérer mon vélo, et donc mon vélo est parti se faire réparer et pendant ce temps moi je suis partie chiller dans mon Airbnb, même si au final j'ai pas beaucoup chillé parce que j'ai sorti une nouvelle vidéo, voilà, sur les manoirs et j'en suis trop fière, je suis trop contente. Mais bref, et après j'ai refait mes bagages, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie parce que mon objectif c'était du coup de partir de la ville de Kamaishi pour arriver jusqu'à Aomori qui est tout en haut du coup du Tohoku, et il fallait absolument que j'y aille parce qu'il y avait un Matsuri qui allait se passer qui s'appelle le Nebuta Matsuri et vraiment je voulais trop y arriver parce que les photos que je voyais sur internet me donnaient trop envie, je voyais ça que c'était vraiment un des Matsuri les plus beaux du Japon, genre vraiment je voulais pas rater cette expérience et donc je me suis vraiment motivée comme jamais pour réussir à arriver là tout en haut de cette ville à Aomori. Genre vraiment j'ai bougé mon cul, vous n'imaginez même pas combien j'ai souffert parce qu'il faisait extrêmement chaud, il faisait genre je pense 35 degrés la journée, pas au soleil, genre à l'ombre. Et sinon j'ai pédalé comme ça pendant, je pense j'ai dû faire entre 60 et 70 km par jour. Et vraiment quelle vie, mais quelle vie. Il est 6h du matin, je suis mais éclatée, putain c'est bon. 3e jour je crois. Non, si. Ah wow. Donc du coup je disais, il est 6h du matin, c'est mon 3e jour de pédalage. Je suis dans un décès. Hier j'ai fait genre, je sais pas, 90 km alors que c'était en montagne. J'ai jamais fait ce score, alors qu'on est en montagne je précise hein. Mais c'était tellement dur et intense et je me suis levée à 4h du mat pour y arriver. Et là aujourd'hui là j'ai la gueule mais enfarinée, regardez-moi ça. Ça là, c'est les traits de mon matelas parce que j'ai dormi face contre mon matelas. C'est horrible. Et j'ai rencontré un gars qui faisait genre 140 km par jour. Comment il fait? Moi j'en fais 70, je suis en décès. Oh là là. Regardez ça, c'est une abomination. Ah bah là, toutes vos youtubeuses beauté en sueur devant mon faciès. J'arrive même pas à ouvrir les yeux, c'est horrible. Et au final, j'ai quand même fini par arriver donc à Aomori. Faut savoir que le Nebuta Matsuri, c'est genre 5 ou 6 jours, un truc comme ça. Cette année, c'était cette date-là. Et moi, je suis arrivée genre juste un jour
avant la fin. Du coup j'avais 2 jours de matsuri auxquels je pouvais assister. Donc j'arrive l'avant-dernier jour, je dépose mon vélo, je vais directement à l'office du tourisme, je leur demande ouais comment ça se passe, c'est quoi le chemin et tout, donc ils me montrent. Et la dame me dit pour trouver une place assise il vaut mieux aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Parce qu'il faut savoir que c'est un matsuri qui est genre super connu au Japon, donc il y a vraiment masse de monde qui veut observer et tout. Et donc pour réussir à être assis, en fait il faut se lever hyper tôt le matin pour aller venir réserver une place et tout, chose que je n'avais pas faite. Mais heureusement la dame de l'office m'a quand même indiqué une zone où normalement je pourrais réussir à me trouver une petite place et tout. Et puis comme j'étais toute seule, c'était aussi plus facile. Donc du coup je me suis mis, il y avait un carrefour comme ça, je me suis assise au bout du carrefour. Et après quand le matsuri a commencé, j'ai pu me déplacer et être quasiment au premier rang. Enfin vraiment il y avait genre 2 familles devant moi, mais on était tous assis, donc c'était cool, j'ai pu vraiment filmer bien. Et en fait c'était très étrange parce que ce matsuri c'était vraiment un endroit que je voulais visiter au Japon, c'était vraiment un objectif comme je vous ai dit. Et là j'étais assise sur cette bâche au milieu de familles japonaises et je me suis pas sentie à ma place en fait. Je me suis pas du tout sentie acceptée, je sentais que genre les gens se demandaient ce que je foutais là, en plus j'étais toute seule et tout, enfin tout le monde était là en famille à s'éclater, à manger. Du coup c'était vraiment étrange, je me sentais vraiment comme une outsider. J'étais assise sur cette bâche bleue à côté de japonais, je filmais les espèces de grosses lanternes, donc les nebutas qui passaient. Je me disais ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais je me sentais vraiment comme si je m'observais de loin et j'étais là mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ce voyage au Japon? Enfin pourquoi est-ce que j'ai décidé de voyager à vélo? Pourquoi est-ce que j'ai pas décidé de m'installer à un endroit comme à peu près la majorité des gens, genre décider de prendre une ville, Tokyo, Kyoto, Nagoya, d'essayer d'avoir une vraie vie typique de japonais, d'essayer d'avoir des potes, d'essayer vraiment d'avoir un cadre, un vrai cadre, d'essayer d'apprendre le japonais vraiment bien, parce que moi là j'apprends parce que les gens me parlent et je leur demande qu'est-ce que c'est que ce mot et je l'apprends au fur et à mesure, mais j'ai pas appris de leçons classiques quoi. Le seul truc que des fois je regarde c'est les vidéos de Julien Fontanier de temps en temps, mais ouais j'ai du mal à me cadrer là-dessus, donc vraiment mon japonais est vraiment à chier, genre je comprends plus que je ne peux parler, donc ouais je me suis vraiment sentie pas du tout à ma place et je me disais mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait de ce visa vacances-travail, genre est-ce que c'était pas finalement gâché, est-ce que finalement mon expérience était vraiment étrange et tout, genre mais pourquoi j'ai fait ça de ma vie, pourquoi? Franchement je suis partie loin et j'étais en train de comparer mon voyage avec tous ceux que j'avais pu voir via internet et tout, de gens qui étaient vraiment arrivés au Japon, qui étaient devenus bilingues et tout, machin. Et moi je me suis vraiment demandé mais quel était mon objectif en partant au Japon, est-ce que même j'avais un objectif, c'était quoi mon idée de base, genre. Et vraiment quand le matsuri c'est fini, j'étais là genre ok bon. Bah ouais super, là je vais aller me coucher dans ma tente, ça va vraiment me faire étrange. Et au final je suis partie du matsuri, j'ai été me refoutre sur mon vélo et là j'ai pédalé un peu et il fallait que du coup j'aille à un camping et ce camping là était installé uniquement pendant la période du matsuri et à la fin c'est fini. Et en gros c'est juste une station d'épuration d'eau qui laisse en gros toute l'herbe autour de son usine disponible pour camper pendant cette période. Donc moi j'ai trouvé ça cool et puis un camping gratuit c'est toujours bien, donc du coup j'avais décidé d'y aller. Et en fait en pédalant vraiment j'étais encore dans ma bulle, j'étais vraiment là en bad trip, vraiment j'étais pas bien, j'étais là mais qu'est-ce que je fais? Et du coup je suis arrivée devant cet endroit et je pense que je devais avoir une mine vraiment déconfite parce que vraiment toutes les questions de l'univers étaient dans mon cerveau à ce moment là et du coup j'arrive devant le camping et je vois plein de gens, genre vraiment c'est la première fois que j'allais camper où il y avait autant de japonais. En fait d'habitude j'arrive dans des campings c'est vide, il y a personne ou alors il y a genre 2 clampins mais vraiment personne vient me causer et tout. Et là j'arrive dans ce camping qui était rempli avec des milliards de motos qui étaient toutes alignées et là je me suis dit waouh, attendez, dans quoi je débarque, tu vois? Et là, t'as un japonais qui sort de nulle part et qui me dit hey machin, tu viens d'où et tout, ok, est-ce que t'es déjà venu ici? Donc je lui dis bah non, je suis jamais venue, c'est ma première fois et tout. Il me fait ok, bah viens, je vais te montrer un endroit où tu peux planter ta tente. Je pose ma tente et après je reviens vers lui, genre je lui cours un peu après, je lui dis excuse-moi, est-ce que tu sais où est-ce que je peux me laver? Et il me dit ah mais ça tombe bien, je vais directement au Sento, est-ce que tu veux venir avec moi? Il y a une autre fille qui vient. Je suis là oh, bah ok allons-y, donc on est partis tous les trois au Sento pour se laver et il y avait une meuf avec nous et en fait cette meuf là aussi c'était son premier matsuri et on est devenues grave copines, genre elle est trop mignonne et donc j'étais grave contente, elle était grave gentille, on a été se laver toutes les deux et forcément qui dit aller dans un Sento à poil toutes les deux, forcément on tombe le masque très rapidement et on s'est trop bien entendu. Et après ça donc on a repris la voiture avec l'autre gars et on est parti et on a été manger ensemble et on a vraiment passé la fin de soirée ensemble et j'étais tellement contente parce que ça faisait genre super longtemps que j'avais pas pu participer à un moment convivial avec autant de japonais, à boire un petit peu des coups et tout, genre vraiment c'était cool. Et le lendemain
lendemain, du coup je me suis réveillée très tôt parce qu'il n'y avait pas d'ombre et du coup genre à 6h du matin, ma tante c'était un four, donc à 6h du matin j'étais debout, j'étais là, que faire de ma vie? Et en fait j'ai croisé tous ces japonais avec qui j'avais bu un coup la veille et ils m'ont tous dit oh comment ça va et tout machin, oh là là tu vas bien nanana. Et ils m'ont tous dit bon est-ce que tu veux participer au Nebuta Matsuri aujourd'hui? Et je dis comment ça participer? Ils m'ont dit bah oui tu sais il y a des gens qui défilent, qui dansent et tout, est-ce que tu veux en faire partie? On a des costumes, on peut te prêter et tu viens avec nous. Et moi j'étais là mais bien sûr que je veux participer, vous êtes des malades, c'était genre c'est trop bien, genre allons-y. Donc ils m'ont revêtu de la tenue traditionnelle qui est pas oufissime, vraiment moi je la trouve pas hyper belle, mais c'était quand même trop cool d'avoir ce costume là. En plus j'étais pas du tout épilée donc je sentais quand même les regards de certains japonais mâles qui étaient là en train de me juger, genre c'est quoi ce déchet, genre ses jambes c'est quoi ça frère, genre non pourquoi est-ce qu'elle a des knackis avec des poils, c'est pas possible tu vois. Donc bref j'étais là dans ma petite tenue traditionnelle, j'étais trop contente et après qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit non mais tu vas pas aller au Nebuta Matsuri en vélo, ne sois pas folle, on va te prendre avec nous sur une des motos. Du coup je suis partie avec tout ce groupe de bikers là, c'était trop bien, on a traversé tout Aomori, habillés comme ça et tout, genre j'étais tellement contente, ma meilleure vie, j'étais là genre mais waouh. Et en fait ça m'a fait réaliser un truc, j'étais là genre mais c'est dingue, genre le jour d'avant j'étais pas bien, j'étais là en train de me dire qu'est-ce que je fais de ma vie et de ce voyage et tout, et là je suis avec une communauté de bikers complètement maboules japonais qui ont visité genre 15 fois le Japon, qui ont fait le tour et tout, en long, en large, en travers, qui sont vraiment des gens en route, c'est tout ça. Et en fait je me suis rendu compte, bah en fait c'est ces gens-là à qui je ressemble et c'est peut-être pour ça qu'avant je me sentais pas à ma place, c'est juste que j'ai pas rencontré des gens qui me ressemblaient et là c'est juste des gens qui sont exactement dans le même délire que moi. Franchement c'était vraiment une trop bonne expérience, j'étais trop heureuse et après on a été au Matsuri et on a chanté et on a dansé et c'était trop bien et genre j'ai même poussé un chat. Et moi j'étais mais à fond, j'étais rouge tomate, genre vraiment j'étais là, je dansais, je hurlais, j'allais voir les gens, genre allez motivés, tout venez on danse machin. Genre vraiment j'étais pas croyable, c'était dingue, genre j'étais tellement contente. Et après ça du coup évidemment j'étais éclatée vraiment quand on est rentré la moto, j'étais là, j'en pouvais plus. J'ai mangé vite fait un bol de pâtes, on a été se laver. Et après, cerise sur le gâteau, j'ai découvert un truc que je ne savais pas, mais en gros à la fin du Nebuta Matsuri, donc le dernier jour, il y a une parade sur l'eau. Et en gros il faut aller au niveau du port, tout le monde s'assoit au niveau du port, il y a pareil des places réservées et tout, et en fait moi dans mon groupe de bikers il y en avait un qui avait réservé une énorme place où on a mis une grosse bâche et on a tous mangé là et tout, c'était trop bien. Donc on a tous pique-niqué en face du port, et une fois que le soleil se couche, et ben ils font flotter en fait sur des énormes bateaux conteneurs tractés par un autre bateau à moteur, ils font flotter les Nebuta, et en fait ces espèces de bateaux ils vont se balader par ordre de qui est la plus belle lanterne en gros. Donc celui qui gagne la première place, il gagne le droit de ne pas être détruit, parce que oui, ces structures que vous voyez qui sont magnifiques sont juste construites pour un temps limité qui est juste le festival, et après ça disparaît dans la poussière et c'est brûlé ou je ne sais quoi, et donc le premier a le droit d'être conservé pour 1 an encore, et ensuite son titre du coup est remis en jeu. Et après ça, cerise sur le gâteau, il y a eu un feu d'artifice, et le feu d'artifice c'était tiré de la mer, et on voyait du coup les Nebuta qui se baladaient avec les feux d'artifice derrière, c'était juste trop beau. Je suis désolée, mes images ne rendent pas du tout hommage à ce que c'était dans la réalité, genre c'était vraiment incroyable, j'ai trop aimé. C'est là où je me suis dit bon ok, je fais peut-être un voyage au Japon qui n'a pas de rapport avec les autres voyages au Japon que les gens peuvent faire, mais ça veut pas forcément dire que c'est moins bien ou meilleur, il faut juste arrêter de se comparer. C'est pas parce que je fais pas comme Pierre-Paul Jacques que c'est Pierre-Paul Jacques qui ont raison et que moi j'ai tort, non. Et voilà, c'est tout, c'est juste que j'ai une façon différente de vivre et que je suis peut-être pas dans le pourcentage de la majorité des gens, genre je vais pas m'enjailler pour certains trucs et je vais m'enjailler pour d'autres. Et bah là c'était typiquement ce qui s'est passé, genre vraiment quelle joie d'avoir été dans cette famille, dans ces gens-là, genre c'était trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous récupère comme ça et je vous souhaite vraiment une très bonne journée. C'était une vidéo un peu particulière vu que c'est un espèce de vlog, hashtag, une story time et tout. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai plus que 1 mois à faire au Japon. Ça me rend triste et à la fois ça me rend motivée parce que j'ai plein de projets qui arrivent là. J'ai plein de nouveaux projets et je suis contente, et en même temps je me dis ça va me faire flipper de retourner en France. Mais bref, voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que j'arriverai à faire une vidéo un peu plus souvent rapidement, parce que j'en ai plein de prévus, mais je n'ai juste pas le temps, parce que quand je suis en tente, et ben je peux pas monter mes vidéos parce que je n'ai pas d'électricité. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous, désolée pour cette vidéo qui va durer genre très longtemps. Je vous embrasse, merci d'avoir été si patient. Vous êtes chouettes et mignons, merci beaucoup. Et merci à tous mes tipeurs, et bien sûr vous retrouverez des cartes postales dans vos boîtes aux lettres très vite, j'espère, voilà, et j'espère qu'elles se perdront pas. Bisous.